Un grand merci à Valérie Depatte et à Aline Chenet-Beaupré de se prêter à cet exercice-là. Je vais leur poser un certain nombre de questions qui vont nous permettre un peu d'approfondir, de préciser ce que pourra être ce nouveau modèle à venir. Peut-être. Alors la première question que je souhaiterais, je la poserai d'abord à Valérie Depatte. Le président de la République a annoncé un modèle de fin de vie à la française, il l'a annoncé début avril. Bien que pourrait être ce modèle de fin de vie à la française? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Vous m'entendez? Très bien. Oui, on vous entend très bien. Alors avant toute autre chose, je remercie d'abord Monsieur Boulanger de m'avoir invité à être parmi vous et de m'avoir permis de le faire en visio parce que je ne pouvais pas me déplacer, en tout cas pas pour être là dans les temps. Voilà, alors, le modèle de fin de vie à la française, effectivement, notre président a fait savoir qu'il souhaitait l'élaboration d'un modèle français de la fin de vie. Alors, il me semble que cette expression voulait souligner toute la difficulté, ô combien importante, de la transcription juridique d'un droit à l'aide active à mourir, alors qu'on parle d'euthanasie, d'assistance au suicide, de suicide assisté. Je pense que nous détaillerons ces notions plus tard, mais d'une aide active à mourir. Et je crois que cette expression signifie que la loi ne peut se contenter d'acter la volonté des Français. Certes, on connaît cette volonté, on connaît les sondages, mais la loi ne peut se contenter d'acter cette volonté quant à l'ouverture d'un droit d'une aide active à mourir. Parce que chaque Français, lorsqu'on lui pose la question, souhaitez-vous l'instauration, la consécration d'une aide active à mourir, va répondre au regard de son propre désir, de sa propre opinion, généralement pour lui-même, au plus loin pour ses proches. La loi ne peut raisonner comme ça. La loi, certes, doit acter la volonté, mais dans le respect des valeurs dont elle est garante, des valeurs essentielles d'humanité, de solidarité, d'accompagnement des personnes les plus vulnérables, ces valeurs qui sont les nôtres. Et en ce sens, il me semble que la loi sur la fin de vie doit d'abord apporter des propositions de vie en réponse aux craintes, parce que je pense sincèrement qu'il s'agit pour une grande part de craintes que les Français expriment d'être abandonnés en situation de souffrance. On connaît l'état délétère des services hospitaliers et je crois qu'on ne peut pas extraire cette considération de la réponse donnée par la majorité des Français. Merci Valérie. Valérie et moi nous connaissons pour avoir été régulièrement auditionnés côte à côte avec des opinions qui ne sont pas convergentes, mais des discussions qui sont toujours très intéressantes et complémentaires l'une de l'autre. Pour réagir et rebondir plutôt sur ce que vient d'évoquer Valérie, en réponse à la question d'Augustin Boulanger, ça va être de dire déjà qu'on est en train de raisonner dans le vide, puisqu'on n'est pas censé savoir ce que serait ce modèle français. Malgré tout, il y a effectivement 2-3 petites choses dont on entend parler, et on est déjà en train de réfléchir. Alors derrière cette aide active à mourir, il y a beaucoup de choses qui sont posées. Il y a le suicide assisté, l'euthanasie, on nous parle d'assistance au suicide, on reviendra peut-être sur cette distinction après. Et à côté, on nous parle aussi de développer les soins palliatifs. Donc il y a tout un discours global qui n'est même pas affiché, puisque la chose n'est pas clairement posée, on n'a pas encore les textes, mais l'interrogation, c'est quoi? Alors, ce sur quoi nous aurons l'occasion probablement de revenir, ce sont ces craintes. Alors les craintes qu'évoquait Valérie Depatte il y a un instant, ce sont aussi des méconnaissances, parce qu'il y a une très grosse méconnaissance du public sur la question des soins palliatifs, de la fin de vie. Et quand on parle d'aide active à mourir, nous savons ce que c'est, parce que nous avons eu une superbe journée hier déjà pour nous éclairer sur la question. Et on voit le PAC qui peut se cacher derrière, mais il y a aussi les soins palliatifs qui sont largement méconnus, et combien de personnes assimilent soins palliatifs à être mourant et, en arrière-pensée, être accéléré dans sa fin de vie, c'est extrêmement fréquent. Donc, plus encore que des craintes, comme l'évoquait Valérie, je dirais pour moi une méconnaissance
des soins palliatifs, des données, des éléments, et une crainte de la mort et une peur de la souffrance qui, elle, est humaine, je pense. Alors, quand on lit le dernier rapport du CCNE, l'avis 139 du CCNE, qui envisage effectivement une évolution de notre modèle législatif sur la question, on voit que certains termes ressortent. Assistance au suicide d'abord, euthanasie ensuite, dans certains cas bien particuliers, et puis on parle aussi parfois de suicide assisté. Alors effectivement, on a là des termes qui sont peut-être à clarifier. Aline, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des confusions, Alors, en lecture juridique simple, donc vulgarisant un petit peu, on va poser euthanasie, suicide assisté, assistance au suicide pour dissocier les trois, mais les trois sont normalement regroupés derrière la formule d'aide active à mourir. C'est le choix qui a été fait terminologiquement. Dans les trois hypothèses, on va provoquer, c'est la pertinence de l'intitulé choisi pour ce colloque que je souligne au passage, la mort est provoquée. La question, par opposition aux soins palliatifs, où on va accompagner une personne pour laquelle on ne peut plus rien, on ne peut plus la guérir, il y aura des soins palliatifs mais pas curatifs. Indépendamment de savoir si elle est mourante, c'est une autre question, on y reviendra probablement. Je recentre sur mon aide active à mourir. 3 éléments, euthanasie, suicide assisté, assistance au suicide. La mort va être provoquée dans ces 3 cas. Elle va être provoquée dans le suicide assisté. Je veux me suicider, je n'en peux plus pour telle ou telle raison, et nous y reviendrons également. Et on va me mettre en place un système que je vais déclencher. Donc, médicalement, techniquement, on va m'offrir les moyens de me suicider, et c'est moi, le sujet, qui déclencherait l'injection létale ou qui absorberait, qui boirait toute seule ce que je ferais. Ça, c'est le suicide assisté. L'assistance au suicide, c'est notamment pour viser les hypothèses de l'Oregon ou de la Suisse. Pour faire simple, une fois encore, on va avoir un médecin qui va me rédiger une ordonnance, et je vais ensuite, avec cette ordonnance, aller me procurer les substances létales, alors que je vais m'administrer ou que je vais demander à une association de m'administrer, si je pense à la Suisse. Mais en tout cas, le médecin est clairement dissocié de l'objectif que je poursuis, me suicider. Clairement dissocié, c'est quand même lui qui rédige l'ordonnance, mais c'est moi qui ai cette ordonnance en main. Et on verra, on aura peut-être l'occasion de le redire, que quand j'ai cette ordonnance en main, parfois je suis rassurée et je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin. Mais je me suiciderai. Dans la dernière hypothèse de l'euthanasie, là, un tiers va intervenir pour provoquer ma mort, je l'espère avec mon consentement. C'est un point qui est assez névralgique, mais c'est un tiers qui va provoquer ma mort. Normalement, j'ai demandé ou j'ai consenti à cet acte, et ça sera une fragilité. Valérie veut peut-être réagir. Je crois que tout a été dit. Alors peut-être quand même, ainsi, je vais peut-être me permettre d'insister sur l'assistance au suicide et sa distinction avec le suicide assisté, parce que la frontière est mince et n'est pas toujours bien comprise. Donc, l'assistance au suicide se distingue du suicide assisté, qui lui correspond à la situation de la personne qui souhaite abréger sa vie, mais n'est pas en mesure de le faire. Comme le disait Aline, l'acte létal est alors pratiqué par un tiers. La différence entre suicide assisté et euthanasie réside finalement dans la volonté de la personne, qui est de toute façon le point névralgique, consentement, volonté. Dans le premier cas, en cas de suicide assisté, elle souhaite se donner la mort, mais elle n'est pas en mesure, pour des raisons physiques, de réaliser l'acte. Dans le second cas, elle souhaite que l'acte soit réalisé par un tiers, c'est-à-dire elle pourrait le faire, elle ne souhaite pas le faire, et généralement, les personnes présentent cette volonté comme celle de recourir au dernier acte, alors non pas un acte de soin, mais un acte en tout cas exécuté par le médecin. Est-ce que je peux poursuivre à nouveau cette frontière, comme l'a souligné Valérie, elle est délicate à apprécier,
Et je le verrai aussi sous un autre angle, dans le sens où je veux me suicider, mais je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne peux pas le faire? Je ne peux pas le faire parce que j'ai une maladie Parkinson et je ne peux pas déclencher. On m'a mis en place un système, et puis au dernier moment, quelqu'un va venir m'aider parce que ma main tremble trop. Est-ce que cette main qui vient m'aider à accomplir le geste n'est pas en train, en réalité, de me forcer la main, c'est le cas de le dire. D'autres hypothèses, on peut retrouver aussi les hésitations qu'il y avait entre euthanasie active et euthanasie passive. On a beaucoup de mal à le poser. Il y a beaucoup de théories, et les applications pratiques montrent que les nuances sont vraiment souvent sibyllines entre euthanasie active et passive. Est-ce que quand je débranche quelqu'un qui est sous respirateur, est-ce que c'est actif ou passif si la personne l'a demandé et n'est pas en mesure de le faire? On est entre les deux. Donc il y a la théorie, parfois on a du mal à poser plus clairement les frontières. Un mot. Et je crois que finalement, ces distinctions, comme vient de le dire Aline, qui sont sibyllines, s'organisent autour de la même question, qui est celle du consentement jusqu'au dernier moment. Quand Aline parle d'une personne atteinte de Parkinson, et puis finalement, quelqu'un va venir réaliser l'acte, il faut un consentement qui soit efficient, réel, jusqu'au dernier moment. Et je pense que là est une des grandes difficultés parce qu'on connaît le sursaut de vie. Enfin, si j'ai appris une chose dans la mission SICAR, c'est le sursaut de vie qui peut intervenir au dernier moment. Alors Valérie, on entend bien en ce moment que le projet de loi qu'on attend toujours, apparemment il sera présenté dans quelques semaines, on lisait dernièrement, il semblerait que ce projet de loi veuille traiter ensemble la question des soins palliatifs et celle de l'aide active à mourir, pour reprendre les termes couramment employés, sans doute effectivement peut-être à tort, mais bref, ces deux points, soins palliatifs et aide active à mourir, seraient traités ensemble, mais parle-t-on de la même chose? Est-ce qu'il s'agit du même sujet? Non, il ne s'agit pas du même sujet, mais c'est un sujet qui est malheureusement liés. Voilà, les deux questions de l'offre de soins palliatifs et d'un droit, alors quelle que soit l'appellation, d'un droit à choisir le moment de son décès, entretiennent un lien. À mon avis, ce lien doit être rompu. Voilà, c'est un lien malheureux, une liaison dangereuse. Il faut que ce lien soit rompu afin que les deux notions puissent être pensées comme des notions différentes. Et le lien auquel je fais référence est créé par l'insuffisance des soins palliatifs, l'insuffisance dont nous sommes tous informés. Il semble que cette insuffisance fausse le débat parce que dans le paysage, qui est un paysage désolé des soins de fin de vie, eh bien, la crainte de certains est de voir l'aide à mourir devenir le moyen d'éviter l'agonie. Voilà, la crainte d'agoniser dans un couloir d'hôpital conduit à choisir l'aide active. Et c'est là qu'il y a un lien entre soins palliatifs, mais entre insuffisance de soins palliatifs et choix d'une aide active à mourir. Le recours à l'aide médicale à abréger sa vie, l'aide médicale au suicide, ne devra jamais, d'aucune façon, être un recours, entre guillemets, par défaut, c'est-à-dire qui trouverait sa cause dans l'impossibilité de bénéficier des soins palliatifs. C'est pourquoi, alors, je crois que M. Franck Riester, qui est le ministre des Relations avec le Parlement, a fait savoir hier qu'il entendait articuler, enfin que le gouvernement entend articuler un éventuel nouveau droit avec le développement du plan des soins palliatifs dont notre président a parlé il y a maintenant quelques jours. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il y a une chronologie à respecter, des soins palliatifs efficaces, accessibles à tous et de bonne qualité pour tous. Et c'est uniquement lorsque ces soins, qui malheureusement ne permettent pas toujours d'abréger les souffrances, les soins palliatifs parfois échouent, là peut se poser la question d'une aide active à mourir. Alors pour ma part, j'aurais une position un peu différente de celle de Valérie, elle s'y attend un peu. Je vais employer un mot peut-être fort, je suis choquée par cette présentation conjointe de
réflexion sur les soins palliatifs, proposition d'un plan décennal pour développer l'aide aux soins palliatifs, qui est concomitante, et même plus que concomitante, qui est posée en même temps que la proposition d'une réflexion sur une éventuelle évolution, j'insiste énormément sur les guillemets, vers une aide active à mourir. Pour moi, il y a un amalgame délibéré, ce sont des opinions qui sont personnelles, j'insiste bien sur ce point. Pour moi, l'adjonction des deux côte à côte n'est pas normale, n'aurait pas dû être envisagée, mais je pense qu'elle est délibérée. Pourquoi ? Si je voulais tomber dans la caricature, tout le monde est pour les soins palliatifs. Quand on les connaît, tout le monde est pour les soins palliatifs. Et je serais tentée de présenter les soins palliatifs comme Mère Teresa. Mère Teresa, tout le monde aime bien Mère Teresa. Elle est sympa, Mère Teresa. C'est beau ce qu'elle fait, c'est bien ce qu'elle fait. Alors, je présente ici dans ma caricature les soins palliatifs comme Mère Teresa. Et on ne peut pas politiquement dire Mère Teresa c'est gentil, ok, mais nous on voudrait passer à autre chose et on voudrait, et ça c'est mon interprétation des choses, Valérie peut ne pas être d'accord avec ma présentation, il y a une volonté selon moi politique de partir vers cette aide active à mourir, une mort provoquée, et pour rendre acceptable par l'opinion publique, on commence par dire, vous inquiétez pas, Mère Teresa, on va s'en occuper, on va développer un beau plan décennal, on va faire des tas de choses très très bien. Je rappelle quand même que ça fait depuis 1999 qu'on nous garantit l'accès aux soins palliatifs. On a eu 5 plans qui se sont suivis, pas suicidés, ils ont peut-être été suicidés, si je voulais faire du mauvais esprit. On a eu 5 plans successifs. Je m'interroge sur le futur plan décennal, ce serait merveilleux, ce serait très bien. Mais bon, donc les soins palliatifs, d'un côté, est complètement distinct, et ça ne devrait pas, selon moi, être envisagé en même temps, réfléchir à le droit français, doit-il, veut-il, envisage-t-il de passer à l'aide active à mourir. Alors, ça me gêne vraiment beaucoup, en raison de toutes ces questions, et comme l'a souligné Valérie, là je rejoins complètement Valérie sur ce point. On est dans une situation de cause et d'effet. Ma lecture de la grande demande du public face à une éventuelle aide active à mourir, c'est la souffrance et la peur face à la mort. Or, qu'est-ce que l'on constate ? Que près d'une personne sur deux, quand on compte environ 300 000 personnes par an, qui auraient besoin, qui pourraient être éligibles aux soins palliatifs, qui auraient besoin d'être prises en charge par les soins palliatifs, une personne sur deux pourra y accéder. Tout cela parce qu'on a un système de santé qui est extrêmement fragile, pour le dire pudiquement, une insuffisance du développement des soins palliatifs, et donc on a énormément de personnes qui vont se retrouver, alors prises en charge médicalement, mais pas par des services de soins palliatifs ou des équipes mobiles ou autres, et donc des personnes qui vont être mal prises en charge en logique d'accompagnement de fin de vie, ou pas par des spécialistes. Traduction, des personnes qui sont fragilisées, potentiellement plus souffrantes encore. Et ces personnes, on peut comprendre légitimement que, face à la souffrance, face à la peur, que le raisonnement de l'aide active vienne. Et donc là, il y a une logique d'enchaînement. Commençons par vraiment faire le plan décennal, un beau plan de développement des soins palliatifs. On y va à fond, et dans 3 à 5 ans, on fait un bilan. Est-ce que ça a bien fonctionné ? Maintenant, est-ce qu'on a vraiment toujours besoin d'une aide active ? Valérie. Oui. Là, sur ce point, effectivement, Aline et moi, nous nous rejoignons. Simplement, je suis peut-être un peu plus tolérante. Je vois dans cette annonce, finalement, de retarder la loi sur l'aide active à mourir et de mettre en place les soins palliatifs, une prise de conscience et une bonne volonté. Alors, effectivement, je suis d'accord avec Aline, c'est différent. Mais dans un monde presque idéal, on devrait déjà, depuis 1999, disposer de soins palliatifs accessibles à tous, et de soins. Quand je dis accessible à tous, c'est-à-dire le temps qu'il faut et de la meilleure qualité qui puisse être. Ce n'est pas le cas. Bon, donc si on s'en fie au principe de réalité, ce n'est pas le cas. Donc je vois déjà quand même, pour moi, et, alors, je ne sais pas si on peut dire un progrès, mais enfin une avancée dans les prises de conscience, dans le fait qu'on lance ce plan de soins palliatifs. Alors, il a été annoncé sur 10 ans. 10 ans, c'est effectivement beaucoup trop long.
c'est un délai qui, à mon avis, n'est pas du tout en adéquation avec l'urgence. Aline parlait d'une personne sur 2 dans les chiffres que j'ai dans certaines régions, parce qu'une personne sur 2, c'est une moyenne, dans certaines régions de France, 2 tiers des personnes, ou 2 personnes sur 3, n'ont pas accès aux soins palliatifs parce que manque de moyens, manque de structure. Donc, une loi relative à l'assistance au suicide assisté, peu importe, nécessite un système médical dynamique, performant. Donc, une offre de soins palliatifs qui répondent à la demande. Donc, bon, effectivement, je pense aussi que ce sont 2 questions différentes, mais néanmoins, il y a une sorte de chronologie, puisque c'est quand les soins palliatifs ont échoué qu'on pourra envisager une aide au suicide. Donc, bon, je suis plutôt satisfaite, j'aime pas le terme, mais pour l'instant, j'en trouve pas d'autre, du fait qu'on retarde la loi pour lancer ce plan de soins palliatifs. Alors, je reviens vers Aline. On a entendu un certain nombre de craintes qui ont pu être exprimées de la part des soignants et même au-delà au sujet d'une possible légalisation de l'aide active à mourir. On parle aussi d'effets cliqués. On l'a vu hier à travers les différentes interventions tout au long de l'après-midi. On voit bien que dans les États qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, eh bien, il y a un nombre croissant de gestes létaux pratiqués. On voit bien aussi que l'interprétation des critères, des conditions d'application de l'euthanasie et du suicide assisté, eh bien, est toujours plus souple. Il y a même parfois des critères qui finissent par être évacués. Est-ce qu'on ne va pas finalement entrer dans un engrenage juridique présentant un certain nombre de risques, de dangers? Qu'en pensez-vous, Aline? Alors moi, j'en suis convaincue. Et je crois que... Alors Valérie, je ne sais pas si tu as eu la possibilité de suivre hier les interventions. Nous avons eu l'après-midi... Je ne vais pas venir, j'étais prise toute la journée. Moi, je n'ai pu assister qu'à l'après-midi, mais l'après-midi sont intervenus un collègue belge, suisse et un québécois, pour faire simple. Le constat qu'ils ont dressé, pour moi, c'est ce qu'on sait quand on travaille sur la question des soins palliatifs. Et c'est cet effet cliqué qui a été évoqué il y a un instant et qui, pour moi, est incontournable. Donc, ce qui a été présenté, c'est de graves défaillances, on va dire, je dis ça pour Valérie pour qu'elle comprenne bien le sens de mon discours, de graves défaillances autour du système belge dans les règles qu'il pose. L'exemple suisse nous a montré aussi toute une évolution qui montre une progression historique. C'était très très parlant en commençant, alors j'ai plus mes notes en tête, mais vers 2000 je crois, et jusqu'à aujourd'hui, et à chaque fois un petit peu plus loin. Et quant au Canada, au Québec plus exactement, on voyait que les soins palliatifs devenaient déliquescents face à la pratique euthanasique ou à l'aide active, pour parler plus globalement. Alors, cette parenthèse faite, c'est pour moi une évidence. Ce qui a été exposé hier est complètement la réalité incontournable. On a la Belgique et les Pays-Bas qui ont légiféré en 2001-2002, le Québec 2014. Et ils ne connaissent qu'une progression. Les chiffres qui ont été donnés hier sont des chiffres connus. On est à un taux de 5 à 15% des décès par aide active aux Pays-Bas, 15 étant un maximum, environ 7% pour les autres pays ayant légalisé, et le Canada est premier mondial, alors qu'il est arrivé en 2014, entre guillemets, sur le marché, si je veux faire du mauvais humour, avec 8%. Et on nous explique, et les chiffres sont véritablement parlants, que c'est une pente ascendante. Alors, il y aura bien sûr un plafonnement à un moment ou à un autre, mais donc les décès recueillis par ce système d'aide active ne sont pas des décès qui correspondent à ce que le discours habituel nous présente en matière d'incitation au passage à l'aide active à mourir, en nous disant, vous comprenez, les souffrances réfractaires, que même les soins palliatifs n'arrivent pas à prendre en charge ces souffrances réfractaires, il faut faire quelque chose.
Alors oui, pourquoi pas, effectivement, si je parle, si on me dit que ma mère est en train de mourir, qu'elle a des souffrances réfractaires contre lesquelles vraiment on ne peut plus rien, elle souffre énormément, même une sédation profonde, et je mets une petite réserve, n'y parviendrait pas, alors pourquoi pas, je pourrais y réfléchir. Mais en réalité, ce n'est que le point de départ, et on l'a bien vu hier, on aura les souffrances réfractaires, on aura très rapidement le « oui mais moi j'ai des souffrances physiques, physiologiques, psychiques, oui, mais moi, j'ai une fatigue de vie, je reprends la formule qui avait été employée hier à de nombreuses reprises, oui, mais moi, et on a une progression, cet effet cliquet, on va toujours un petit peu plus loin, jamais de recul, dans toutes ces différentes législations. Elles sont parties à peu près avec les mêmes intentions que nous au départ. Alors, il y aurait de la nuance à mettre dans mon propos, bien évidemment, mais l'exemple suisse était vraiment très, très parlant, et on va toujours un pas plus loin. Et maintenant, il y a une étude de Cambridge de 2023 qui, sur les Pays-Bas, dit qu'aux Pays-Bas, aujourd'hui, on voit une explosion, je cite, des aides actives pratiquées sur des personnes atteintes de défaillance intellectuelle, notamment personnes autistes. Et là, le consentement me gêne énormément. On voit aussi un développement extrêmement important d'aide active pratiquée en couple. Mon mari va mourir, je l'aime beaucoup, il demande à être euthanasié ou il a bénéficié d'un suicide assisté ou autre, et moi je vais le suivre. Ce n'est plus de la souffrance réfractaire. Je me tais, Valérie va probablement intervenir. Sur la question de l'engrenage, avec une conclusion comme souvent un peu différente. Je voudrais, si vous le voulez bien, vous lire 3 lignes d'un article que je recommande à tous. Je crois que j'ai le droit de le faire, ce n'est pas de la publicité. C'est un article de Théo Boer qui est paru dans Le Monde du 1er décembre 2022 et que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà lu. Je vous lis 3 lignes. Regardez le Canada, où l'euthanasie est devenue légale en 2016. Moins de 2 ans plus tard, la Cour supérieure du Québec a jugé que la notion de maladie en phase terminale dans la loi canadienne est discriminatoire et donc inconstitutionnelle. Effectivement, il y a un engrenage juridique qui est inhérent à la loi. La loi pose des conditions et puis les volontés, les actions en justice, les revendications font bouger ces conditions. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Il ne serait pas raisonnable de le nier. Mais ce qui s'est passé ailleurs ne va pas forcément se passer en France. Pour ça, je suis assez optimiste. Peut-être me trouverez-vous naïve. Aucune loi ne peut échapper à l'engrenage juridique. Donc, il va nous falloir l'affronter, mais nous allons l'affronter à l'aide de nos valeurs. Et nos valeurs, je pense à nos valeurs de solidarité, à nos valeurs de respect de la dignité, de respect des personnes, et puis aux principes relatifs à la bioéthique. Nos valeurs, jusqu'ici, ont apporté la preuve de leur solidité. On ne peut pas échapper à l'engrenage juridique. En même temps, pour y échapper, il n'y a qu'un moyen, c'est de ne pas légiférer. Or, nous avons déjà commencé de légiférer sur la fin de vie. Donc, est-ce qu'on peut s'arrêter au milieu du gué alors que les citoyens attendent cette loi puisqu'elle a été annoncée? Non, je pense que maintenant, en quelque sorte, pour parler un peu vulgairement, nous y sommes. Mais c'est vrai que je pense que la France, à qui on reproche souvent justement son trop peu d'avancées, notamment en matière de biomédecine, est relativement bien armée pour lutter justement contre un engrenage qui dépasserait l'intention de départ. Je peux réagir ? Merci. C'était à Augustin, pardon, que je posais la question, Valérie. Je sais que tu me laisserais parler, mais je demandais à Augustin si je pouvais répondre. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette approche, sans surprise, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il me semble que c'est précisément Théo Bauer qui, dans cet article, disait « Pourquoi est-ce que vous, Français, réussiriez-vous oui, tout à fait. Là où nous avons échoué ?» Assez optimiste, voire naïf, peut-être. Voilà. Et on voit que les pays, que si on pense Pays-Bas et Belgique, c'est très comparable comme système juridique ou comme état d'esprit. Le Canada, comme c'était rappelé hier, est un petit peu loin de nous en état d'esprit. Mais ils ont un système législatif, donc ils ont eu la possibilité de vérifier les verrous qu'ils avaient voulu poser. Le terme de verrou a été employé hier, et on a vu que les verrous ne tiennent pas.
Et ils avaient la possibilité aussi d'intervenir pour bloquer telle ou telle évolution qui leur apparaîtrait comme non satisfaisante. Ils ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils ne peuvent pas le faire et que lorsque l'on est pris dans ce système, je vais parler d'engrenage, on a parlé aussi d'effet cliquet, on ne peut plus revenir en arrière. Et dernier point, pour ne pas tout monopoliser, je ne crois pas qu'on soit au milieu du gué et je ne crois pas qu'on ait avancé. Et là, je vais faire l'apologie de la loi de 2016, de la loi Claes-Leonetti, qui pour moi, alors ça peut être un sentiment partagé par certains et pas par d'autres, pour moi c'est une loi extraordinaire et une loi d'équilibre qui respecte justement l'autonomie personnelle et les soignants, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Valérie. Je peux? C'est peut-être trop pour la même question. Allez-y Valérie, allez-y. Alors, je voudrais simplement rappeler que la loi de 2016, donc je pense que vous êtes tous au courant, qui institue une sédation profonde et continue, envisage cette mesure non pas comme une assistance au suicide, une façon d'abréger la vie. C'est une mesure de confort lorsque la souffrance est réfractaire. Voilà. Et c'est ça que propose la loi de 2016. Et on y reviendra peut-être, mais cette pratique est mal perçue, enfin est difficilement applicable pour pas mal de réanimateurs. J'ai évidemment pas parlé ni travaillé avec tous les réanimateurs de France, mais beaucoup disent qu'ils n'aiment pas pratiquer la sédation profonde et continue parce qu'il y a un temps de vie pendant lequel on ne sait pas exactement d'abord ce que ressent la personne et quel sens lui donner. Voilà, je crois que je ne veux pas aller plus loin et monopoliser la parole, mais je voulais dire ça. La loi de 2016 propose une sédation profonde et continue qui est un soin de confort. Je pense qu'il nous reste un peu de temps pour une dernière question. Alors Valérie, on sait que la Cour européenne des droits de l'homme a été à plusieurs reprises interrogée sur la question de l'aide active à mourir et plus largement sur les droits des personnes malades. Est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer sur ces réponses qu'a apportées la Cour européenne des droits de l'homme? Est-ce qu'on peut imaginer que la France soit un jour condamnée, le cas échéant, pour ne pas avoir légalisé une forme de mort provoquée? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, je vous propose de vous résumer les grandes décisions, rapidement. On a une décision, les décisions les plus connues, la décision Preti contre le Royaume-Uni de 2002. La Cour consacre le droit de refus aux soins, mais elle refuse d'interpréter l'article 2 comme conférant un droit diamétralement opposé à la vie, à savoir le droit de mourir, ou un droit à l'autodétermination, en ce qui donnerait à toute personne le droit de choisir la mort plutôt que la vie. Ça, c'était en 2002. Puis on arrive en 2011, je ne traite que des principales décisions. Ici, la Cour européenne estime que le droit positif helvète, en ce qui liait la délivrance de la substance à une prescription médicale, ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 8 de la Convention. Et la Cour voit, d'une part, dans le droit pour une personne de décider de sa fin de vie, un aspect du droit au respect de la vie privée, mais d'autre part, elle se retranche derrière l'absence de consensus des États pour ne pas, en 2011, leur imposer d'obligations positives en ce domaine. Puis, on passe en 2012, où la Cour franchit une nouvelle étape, c'est l'arrêt Koch contre Allemagne. Elle condamne l'interdiction de principe du suicide assisté qui était en vigueur en Allemagne. Elle estime qu'une juridiction doit pouvoir juger au cas par cas du bien fondé des demandes individuelles au suicide. Et elle en conclut que les États partis à la Convention étaient loin d'avoir atteint un consensus sur ce sujet si difficile et qu'il y avait lieu, dans ce contexte, de reconnaître à chaque État une marge d'appréciation, je le mets entre guillemets, considérable. On arrive à l'avant-dernière décision dont je voulais vous parler, c'est celle de 2013, l'affaire Gross contre Suisse. La Cour européenne ici condamne la Suisse. Elle la condamne pour violation de l'article 8 de la Convention, eu égard à sa législation qui, tout en permettant d'obtenir une dose mortelle de médicaments, ne fournissait pas de directive suffisamment claire et explicite pour définir l'ampleur de ce droit, pour que chacun comprenne l'ampleur de ce droit. Et elle juge ici, c'est l'affaire Gross, que cette incertitude, quant à l'issue de sa demande, a causé une angoisse considérable à Madame Gross, ce qui ne se serait pas produit en présence de directives claires et approuvées par l'État.
Enfin, je voudrais vous parler d'un arrêt plus récent, du 4 octobre 2022. C'est l'affaire Mortier contre Belgique. Et cette fois-ci, la Cour énonce pour la première fois que qu'en cas de suicide assisté, d'assistance au suicide, la mise en place de garanties adéquates et suffisantes est nécessaire. Et elle observe 3 éléments: l'existence d'un cadre législatif concernant les actes préalables, le respect de ce cadre et l'existence d'un contrôle a posteriori présentant des garanties suffisantes. Et la Cour, ayant jugé insuffisantes les garanties d'indépendance de la commission de contrôle, a estimé que la durée de l'enquête pénale avait été trop longue. Elle en a donc conclu à la violation de l'article 2. Donc vous voyez, je crois qu'on peut tirer des enseignements et qu'on devra le faire de la jurisprudence de la Cour européenne. Or, pour reprendre la présentation de Valérie, j'ai rien à dire. C'est une analyse super. Non, mais c'est une analyse très, très, très claire de la position de la Cour européenne. On en avait un peu parlé avec Valérie avant, donc ce n'est pas une omission délibérée de sa part, c'était en accord avec moi. Elle n'a pas évoqué l'affaire Lambert en 2015 devant la Cour européenne. Alors, je vais vous parler très rapidement. Je voudrais reprendre Aldagros très rapidement. Je fais attention, j'ai 3 minutes. L'affaire Aldagros, c'était très particulier. C'était donc en 2013, c'est ce qu'a évoqué Valérie. Sur les faits, c'était une femme qui avait environ 70 ans et qui était vieille, selon sa conception, et demandait à mourir à cause de cela. Elle n'avait aucune pathologie, elle n'arrivait pas à avoir une ordonnance. Les médecins ne le voulaient pas en disant « vous n'avez aucune pathologie ». Donc ça montre dans cette affaire, Valérie a présenté les questions juridiques avec une parfaite exactitude, mais sur les faits, cette affaire Aldagros était quand même très très particulière, d'autant que quand l'affaire a été engagée, elle était déjà morte, elle l'avait cachée à la Cour européenne, mais ça c'est la petite blague pour les juristes. Mais ensuite, 2015, c'est l'affaire Lambert, Vincent Lambert. Alors, il y a eu énormément de contentieux. Parmi les questions qui ont été abordées par la Cour européenne, ça a été la question de la consultation de la famille, la recherche des volontés, la protection, mais surtout l'arrêt des traitements, avec la grande distinction entre traitement et soins. Est-ce qu'on pouvait arrêter les traitements pour Vincent Lambert, maintenir les soins, et qu'est-ce qu'on mettait dans les traitements? Oui, la loi de 2016 permet qu'on arrête les traitements. Qu'est-ce qu'on met derrière les traitements? Eh bien, hydratation et nutrition. On était passé, pour nous en France, avant par le Conseil d'État, et nutrition et hydratation font partie des traitements. Donc, il est possible d'arrêter les traitements. Je rappelle bien sûr que pour les soins palliatifs, on continue les soins. Et même tout médecin va continuer les soins. On continue les soins, mais il n'y aura plus de soins curatifs. On ne cherchera plus à guérir la personne de son cancer. Ce n'est pas possible. Mais on lui administrera des soins qui ne sont pas simplement des soins de confort pour les autres pathologies qu'elle présenterait. Et je termine avec Mortier. Derrière Mortier, il y a une autre problématique et un contentieux qui est révélateur. Donc là, je quitte un tout petit peu la Cour européenne pour revenir au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel pour dire que le contentieux qu'on voit arriver aujourd'hui devant ces instances, ce n'est pas un contentieux de mauvais respect d'une demande de fin de vie par une personne. Ce ne sont pas des personnes qui disent « je veux mourir » et le droit français, la loi de 2016, m'en a empêché. Non, ce que l'on voit apparaître notamment, c'est un contentieux, un arrêt de 2022, d'une personne qui a demandé à être maintenue en vie et à qui on a dit « non, c'est manifestement inapproprié au regard de la situation ». Je ne veux pas déborder le temps parce que le président... Oui, le chronomètre est notre maître, bien sûr, mais au moment de clore, et par courtoisie, Madame Debat, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que nous passions à autre chose? Peut-être une chose que je voudrais dire, parce que je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que les soins palliatifs peuvent aussi être un passage. Voilà, ce n'est pas « je veux un soin palliatif parce que je vais décéder ». De plus en plus, les soins palliatifs tentent d'offrir leurs compétences à des moments de grande fatigue au cours d'une maladie. Et de plus en plus, je pense qu'on s'orientera, et j'espère que le plan développera cet aspect des soins palliatifs. Ce n'est pas forcément l'antichambre du décès. Le pronostic vital n'est pas forcément engagé. Les soins palliatifs sont des soins de confort qui devraient
et j'espère qu'ils le feront, accompagner le malade tout au long d'un parcours médical difficile. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était, je trouve, une très belle initiative des organisateurs que d'avoir suscité ce dialogue. On a vu que vous décriviez les mêmes choses, mais que vous n'aviez pas forcément les mêmes pronostics pour la dynamique enclenchée par la situation présente. Je retiens, Madame Debat, que vous considérez que les soins palliatifs échouent parfois. Ce serait intéressant sans doute d'avoir des études pour essayer de comprendre ce dont il s'agit quand vous parlez de ce type d'échec. Et je crois que c'est quelque chose d'assez décisif. J'ai vu aussi qu'il y avait des problèmes de terminologie. En tant que philosophe, j'y suis très sensible. Euthanasie passive, est-ce que c'est un sens d'utiliser cet adjectif, évidemment. Voilà. Et donc, je retiens aussi que vous considérez que quand je dis vous, c'est à vous que je m'adresse, Madame Debat, que la dynamique étant enclenchée, on ne peut plus faire autrement que d'aller plus loin et peut-être d'aller ailleurs. Mais c'est la question, en effet, qui est ouverte. Je constate que la loi est annoncée, un texte va être présenté, il faut qu'il soit le plus adapté possible. Voilà. Je ne remets pas en question l'existence d'une loi parce que je pense que cette loi, de toute façon, va être votée dans les mois qui viennent. Oui, bien sûr, c'est la probabilité la plus forte. Excusez-moi. Voilà. Nous avons quand même commencé de légiférer sur la fin de vie. Il y a bien une loi de 2016 qui s'appelle loi relative aux droits des patients en fin de vie. Donc, à partir de ce moment-là, oui, je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière vis-à-vis des attentes des Français et aussi des médecins. Mais on est sans doute là plus dans le domaine de l'opinion que de la compétence du juriste quand vous vous exprimez de cette façon. Voilà. Non, en tant que juriste, je pense qu'une loi existe et que cette loi sera complétée. C'est une opinion semi-juridique. Voilà. La question étant évidemment ouverte de savoir si c'est une loi qui contredit de l'intérieur les soins palliatifs ou si elle ajoute quelque chose, et la question reste évidemment entière. Merci de l'avoir posée en tout cas. Merci à toutes les deux. Et merci de votre invitation. Et voilà, on va vous saluer et vous remercier d'avoir été avec nous. Et puis nous allons passer alors aux questions suivantes, mais si j'ai bien compris, une petite surprise a été concoctée par les organisateurs, et puisque j'en ai un à côté de moi, je vais lui passer le micro. Tout à fait. Alors je pense qu'on peut applaudir vivement Valérie et Aline pour leur intervention.